Et on en vient à la politique de la ville avec la DDCT 52, appel à projet politique de la ville, subvention de fonctionnement à 34 associations pour le financement de 37 projets, donc la troisième enveloppe, et la parole est à Thierry Caillé. Donc, à travers la politique de la ville, je remercie le directeur de Maison Bleue et toute son équipe pour tout le travail accompli sur le territoire zéro déchet à Porte-Montmartre. Je me réjouis aussi en ce moment de toutes ces délibes sur la consigne, sur le VRAP qui vont dans le bon sens. Ce que nous finançons aujourd'hui se faisait naturellement il y a déjà 50 ans. Ce sont les industriels et les grandes surfaces qui ont élaboré une stratégie pour éviter la gestion de cette consigne. La gestion de ces emballages exponentiels, recyclables ou non, s'est retrouvée de fait à la charge des collectivités locales. Les écologistes avaient pourtant mis en alerte sur ces conséquences. Les gouvernements ont refusé tout débat, voire se sont moqués des positions des Verts en particulier. Leur inconséquence nous mène à faire machine arrière en accompagnant le rétablissement de la consigne aux frais de la mairie. Pour terminer, je remercierai la maire de Paris, qui a décidé d'augmenter la taxe foncière pour répondre aux enjeux climatiques. Nous savons que les Parisiennes et Parisiens, conscients de ces enjeux, lui en seront gré. Merci beaucoup. Maya ? Merci, monsieur le maire. Écoutez, je rejoins Thierry dans ses remerciements pour la Maison Bleue et pour tout le travail qui a été fait. Je crois que nous avons fait le bon choix d'expérimenter un dispositif comme celui-là dans un quartier populaire. C'est un pari et je pense qu'on peut même dire que c'est un pari réussi. Voilà. Puis merci à toi aussi Thierry de ton investissement qui n'a pas été des moindres. Voilà, c'est l'occasion aussi de saluer ton engagement sur ce sujet. Merci beaucoup. Effectivement, on s'était interrogé, Thierry Caillet, Frédéric Badinter-Serpet, toute l'équipe, sur le fait de savoir si on prenait, non pas ce risque, mais cette option de faire de la Porte-Montmartre le premier territoire zéro déchet. C'était une gageure, d'abord parce qu'on a bien conscience dans ce quartier de s'attaquer à un problème majeur qui a trait beaucoup à l'espace public et donc à des habitants à des populations qui ne sont pas habitantes du quartier, et de traiter un sujet qui parfois peut être un peu polémique dans des quartiers qui sont très concernés par les déchets qui ne sont pas les leurs. Mais je pense que, comme l'ont dit Thierry et Maya, on a eu raison de faire ce pari, si je puis dire. Nous avons constaté avec Anne-Claire Boux, mais aussi avec Colombe Brossel, que tout ça était en plus sympathique et festif. Je crois que c'était la plus belle fête du zéro déchet de tout Paris qui s'est tenue à la Porte-Montmartre, ce qui n'était pas gagné. Et donc ça m'amène à penser que ça vaut le coup de parfois tenter de faire un peu plus compliqué. On s'était interrogé sur le fait de savoir si on ne ferait pas ce territoire zéro déchet dans des quartiers qui sont déjà très impliqués, où les habitants sont déjà très impliqués sur cette dimension-là, ici à Jules-Geoffrin, à Montmartre ou ailleurs. Je pense qu'on a eu raison de s'engager aussi sur ce sujet dans les quartiers populaires. Pierre-Yves Bournazel. Merci beaucoup, monsieur le maire. Bien sûr, je voterai sa délibération, mais puisque notre collègue a évoqué la taxe foncière, je ne veux pas rentrer dans le débat. Nous l'aurons au Conseil de Paris, mais je voudrais que soit notifié mon point de vue sur le procès verbal. D'abord, vous dire qu'on a l'impression que cette augmentation de la taxe foncière a été la seule solution possible. Non, il y a une autre solution possible face à la crise que nous vivons, avec l'augmentation des prix, l'inflation, la crise énergétique, des crises sans précédent, c'est d'avoir des réformes structurelles à l'hôtel de ville. Et j'ai un certain nombre de propositions que j'ai faites depuis 2014, et je ne sais pas si la ville en tiendra compte. En tout cas, je vais les réitérer au prochain Conseil. Je vais en profiter aussi pour dire que la semaine prochaine, nous allons nous réunir au Conseil de Paris, et nous allons débattre d'un document d'orientation budgétaire. Nous ne l'avons pas. Nous sommes à une semaine du Conseil de Paris, nous n'avons pas le document d'orientation budgétaire. C'est un vrai problème démocratique, c'est un vrai problème pour des élus, de la majorité comme de l'opposition. Comment faire en sorte de pouvoir bien délibérer alors que nous n'avons toujours pas ce document? D'ailleurs,
si nous sommes tatillons, c'est illégal. Et ensuite, je voudrais dire que la maire de Paris s'était engagée en 2014 et en 2020 à ne pas augmenter les impôts directs, promesse réitérée en avril 2022 et en juillet 2022 au Conseil de Paris. Donc je souhaite que cela soit évidemment notifié au procès-verbal pour avoir la réponse à M. Caillé. Oui, vous avez vous-même reconnu que vous étiez hors sujet. On va prendre acte du caractère hors sujet de cette discussion. Je simplement, puisque c'est au procès-verbal, moi aussi non pas rentrer dans ce débat qui, d'abord, est un débat qui concerne le Conseil de Paris. C'est le plaisir des mairies d'arrondissement, c'est que nous, notre rôle, c'est plutôt de dépenser, et c'est au Conseil de Paris de voter les impôts. Je rappelle que nous ne votons pas d'impôts spécifiques par arrondissement, heureusement pour le 18e, puisque nous bénéficions ainsi du potentiel fiscal démultiplié de la ville de Paris. Si nous ne devions avoir accès uniquement au potentiel fiscal du 18e, évidemment, nous ne pourrions pas investir et avoir des services publics à la hauteur de ce que nous avons dans le 18e. Rappeler, là encore sans rentrer du tout dans le débat, que les parlementaires d'ailleurs de l'opposition actuelle, dans ses différentes d'ailleurs composantes, ont fait des propositions qui auraient permis sans coût pour les habitants de leur ville de ne pas recourir à des augmentations d'impôts qui sont le fait dans toutes les villes, qu'elles soient dirigées par des maires de droite, de gauche, ou sûrement aussi d'ailleurs de la majorité présidentielle, qui font toutes face à la même réalité, c'est-à-dire les conséquences d'abord de la crise Covid, puis de la crise énergétique. C'est quand même 100 millions d'euros. La crise énergétique, juste pour la ville de Paris, c'est 100 millions d'euros, pour avoir une idée des montants. Nous, par exemple, avions suggéré que si le gouvernement avait permis l'augmentation de la taxe de séjour sur les palaces. Aujourd'hui, si à Paris, vous louez une chambre d'hôtel dans un palace qui vous coûte 3 000 € par nuit, par exemple, vous payez 5 € de taxe de séjour. Ce qui est absolument ridicule. L'augmentation uniquement de la taxe de séjour sur les palaces aurait rapporté à peu près 100 millions d'euros. Il est étonnant que dans le cadre de l'utilisation du 49.3, ces propositions de bon sens aient été rejetées au Parlement. Mais encore une fois, on ne va pas rentrer totalement dans ce débat, mais je voulais redire quelle était la position, non pas d'ailleurs de la ville de Paris, mais de l'ensemble des collectivités, et j'invite les élus à lire les communiqués de l'Association des maires de France, de l'Association des maires de grandes villes de France, de petites villes, de moyennes villes, enfin de tout type de villes possibles et imaginables, qui sont exactement sur les positions qui sont les nôtres. Puis dernier élément, je voulais indiquer pour ceux qui ne sont pas membres du Conseil de Paris que la première commission se réunit mercredi et que dans ce cadre-là, et comme c'est prévu par les textes, l'ensemble de ces sujets seront évoqués, et donc il n'y a évidemment aucune sorte de potentialité d'illégalité ou d'absence de respect des institutions, puisque c'est dans ce cadre-là, et donc demain ou après-demain, que tout ça sera débattu. Et je crois d'ailleurs que le DOB a été introduit à 15h et des brouettes aujourd'hui dans la machine, et que donc il est depuis accessible à tous ceux qui le souhaitent. Mais ça n'a rien à voir, et donc nous allons voter la DDCT 52, donc qui est pour unanimité. Je vous en remercie. Karine Roland, qui n'a pas encore pu nous rejoindre, aurait voulu intervenir pour donner quelques éléments sur le déploiement de la cité éducative dans le 18e, mais peut-être que Maya Akari peut nous en dire quelques mots. Oui, monsieur le maire. À travers la délibération DCT 74, il nous est demandé d'autoriser Madame la maire de Paris de signer la convention cadre avec la préfecture de région, le rectorat de Paris, pour labelliser très officiellement notre cité éducative en cité éducative. Voilà. On remarquera que notre cité bénéficie de 425 000 €, ce qui est assez conséquent. Quand vous lisez la délibération, vous voyez que les autres cités éducatives des autres territoires ne bénéficient pas d'une somme aussi importante, mais c'est aussi parce que notre cité éducative est une cité éducative large, avec 3 REP. Le REP
Utrio, le REP Meyer et le REP Clémenceau. Un REP, c'est un collège avec toutes les écoles primaires et les écoles maternelles attenantes. À ce stade, monsieur le maire, on peut dire que notre cité éducative est assez bien partie. J'en veux pour preuve que lorsque nous faisons des réunions de copilotage, tout le monde est autour de la table. Tous les IEN sont là, tous les principaux de collèges sont là, la DASCO est là, l'État est là, la préfecture est là, la ville est là. Et il y a un vrai dynamisme qui se met en place. C'est aussi parce qu'on a fait le choix aussi de mettre des moyens sur l'ingénierie du projet, parce qu'on croit à la capacité des spécialistes à dynamiser, à créer, à faire du lien. Cette cité éducative, outre ces 425 000 €, nous permettent aussi de répondre à des appels à projets conséquents et importants. Et c'est un peu le propre de la politique de la ville. À chaque fois, quand on met 1 €, on arrive à tirer 5 € pour... enfin, c'est à peu près l'ordre de grandeur, en tout cas dans le 18e, dans l'intérêt de nos écoliers, de nos écolières et de nos collégiens. En tout cas, jusqu'à maintenant, c'est quelque chose qui prend, comme on dit. Les parents sont intéressés, les professionnels sont intéressés, et c'est vraiment une instance de pilotage local, je dis bien local, qui permet de créer, harmoniser les pratiques, créer petit à petit une culture commune et faire en sorte que tous les dispositifs s'imbriquent bien et soient utilisés à bon escient. Comme vous le savez, dans les quartiers populaires, il y a beaucoup de dispositifs, des mobilisations diverses et variées, et celui-ci nous permet de réunir tout le monde et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette d'un côté ou un surplus de moyens, ce qui peut arriver d'un autre côté. En tout cas, je tiens à saluer l'engagement vraiment de tous les professionnels de l'éducation nationale, de tous les services de la ville, l'engagement d'Anne-Claire Boux, ma collègue à la politique de la ville au niveau parisien, qui s'est vraiment très fortement impliquée dans ce projet et qui a participé au fait que cette labellisation puisse se faire, ainsi que Patrick Bloch. Je sais que Karine voulait parler de l'espace parent, cher Eric. Voilà, il va y avoir un espace parent qui va se créer. Et il y a une inauguration qui est prévue en décembre, mais tout le monde en sera informé. Pour finir, comme vous pouvez le lire dans la délibération, il y a 3 axes principaux dans cette cité éducative. C'est la question de la santé, et je pense que vous pouvez tous voir autour de vous, dans vos proches ou par les retours de terrain, combien depuis le Covid, ce sujet, et notamment la santé mentale, a pris de l'importance. L'accès et les usages du numérique, et aussi la question de la citoyenneté, de la vie associative, de l'empowerment, des discriminations qui sont si chères à nos jeunes dans notre arrondissement. Merci beaucoup pour ces éléments politiques scolaires qui s'ajoutent évidemment à l'investissement immense que nous avons ici à la mairie du 18e pour assurer la mixité dans nos établissements. Et c'est aussi en créant, ou plutôt en obtenant ce type de labellisation proposée par l'État que nous donnons confiance aux parents qui ont des enfants de la classe moyenne de venir dans nos établissements scolaires, dans nos REP et dans nos REP+. Et donc cette politique n'a de sens que si elle s'accompagne d'une politique vigoureuse, comme nous savons le faire ici, de mixité sociale dans les établissements scolaires, et donc d'utiliser l'ensemble des leviers qui sont à notre disposition pour donner confiance dans nos établissements. Et je veux me joindre aux remerciements de Maya pour notamment les principaux des 3 collèges concernés, mais aussi les directeurs et directrices des écoles élémentaires et maternelles. Ce n'est pas toujours un rôle facile qu'ils ont, avec aussi des difficultés sociales importantes, et je pense que cet outil qu'on leur offre va les aider à faire de l'école de la République le vrai lieu où on apprend à se connaître soi-même et à connaître ses voisins. Et donc, je vous invite à voter la DDCT 74, qui est pour, qui est unanimité, elle est adoptée.
Les délibérations suivantes concernant la politique de la ville et la vie associative. La DDCT 90 pour des associations qui luttent contre l'illettrisme. La DDCT 91 qui concerne les emplois d'adultes relais. La DDCT 98 qui concerne l'amélioration et le développement d'usages positifs de l'espace public n'ont pas fait l'objet d'inscription, elles sont adoptées.